Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Vous êtes très nombreux à réagir au traitement de l'actualité consacré aux émeutes et à la répression chinoise au Tibet. Un pays annexé par la Chine en 1950 et qui a contraint le Dalai Lama, le chef spirituel, à s'exiler à Dharamsala en Inde. Le Tibet est actuellement une région grande comme un peu plus de 2 fois la France, avec pour capitale Lhasa. Une répression chinoise qui fait mauvais genre à quelques mois des Jeux Olympiques à Pékin. La révolte des moines bouddhistes a surpris le monde. La répression policière chinoise a révolté les Occidentaux. Avec en toile de fond, la question qui taraude tous les gouvernements et les sportifs, faut-il boycotter les Jeux Olympiques? La rédaction de France 2 a consacré pas moins de 45 reportages à cette actualité depuis le 13 mars. Pour réagir et commenter ces événements, 2 téléspectateurs, M. Yves Lecor à Caen. Bonjour M. Lecor. Bonjour monsieur. Et M. Lee par téléphone. Bonjour M. Lee. Bonjour. Avec un grand reporter, prix Albert Londres, le journaliste de rédaction de France 2 que vous connaissez bien et qui connaît le mieux cette région, je veux dire Philippe Rochaud. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous avez été correspondant permanent à Pékin pendant 6 ans et vous avez été très souvent au Tibet, faire plusieurs magazines pour Envoyé spécial notamment. Votre courriel, pertinent comme d'habitude, pose plusieurs questions. Quelle authenticité des reportages que vous diffusez? Quelles sont vos sources? Pourquoi parlez-vous de censure? Bref, plusieurs interpellations auxquelles nous tenterons d'apporter un début de réponse. Un rappel en images avec le récent reportage commenté par Philippe Rochaud, extrait du 20h de jeudi dernier à l'occasion de la venue de la presse, très encadrée, vous allez le voir, dans un temple de Lhasa. Dans le temple du Jokang, des moines en pleurs font irruption devant les caméras. Le gouvernement pense qu'on va tout casser, voler et tout brûler. Ils nous accusent et on ne peut pas sortir. Ils ont enfermé des moines et des gens. Nous voulons la liberté. Après ces cris du cœur, les moines du Jokang seront-ils punis ou auront-ils droit à plus de liberté? L'attitude du pouvoir chinois face à cette affaire sera un test. Il est de votre devoir de journaliste de faire savoir au monde libre ce qui se passe réellement au Tibet en ce moment. Des innocents sont abattus pour le seul fait de réclamer leur liberté. Alors Philippe Rochaud, je le disais en introduction, vous avez été 6 ans correspondant, vous connaissez bien ce continent asiatique. Alors vous avez été là-bas sur place, vous avez été surpris par cette révolte un peu brutale? Écoutez, le problème du Tibet, il existe finalement depuis 1950. Alors il a beaucoup évolué. La répression a eu lieu aussi en 1989. On en a beaucoup parlé à l'époque. Et là, c'est la plus forte émeute, les plus fortes répressions qui ont lieu depuis cette période. Donc finalement, ça n'est pas une surprise. Le problème du Tibet existe depuis longtemps. On s'y intéresse à des moments plus ou moins réguliers, notamment parce que là, il y a les Jeux Olympiques. Et effectivement, les moines tibétains ont profité aussi de cette opportunité à saisir. Ils auraient eu tort de s'en priver, de faire valoir leurs droits, leurs revendications, de crier un peu vers cette injustice sociale à laquelle on assiste actuellement au Tibet. Donc... Alors, justement, vous qui connaissez la région et qui assurez la couverture pour France 2 régulièrement de ces événements, comment travaille un journaliste par rapport aux événements et compte tenu de la censure chinoise? Quelles sont vos sources? Êtes-vous sûr de vos informations? Alors d'abord, quand on est journaliste étranger et en plus qu'on travaille pour la télévision, c'est pas facile parce que avec une caméra de 10 kilos, on passe pas inaperçu. Donc il faut faire des demandes d'autorisation longtemps à l'avance. Ensuite, elles sont acceptées ou refusées. On vous demande qui vous voulez rencontrer et à chaque fois, vous devez avoir l'autorisation pour rencontrer les personnes. Ensuite, sur place, on vous met un guide qui est en général un guide tibétain d'ailleurs, parce que d'abord, il y a le problème de la langue et il y a aussi des Tibétains qui travaillent avec le pouvoir chinois. Et donc là, vous faites votre reportage. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que le soir, on est quand même libre. On peut aller rencontrer des gens comme on veut, en faisant très attention aussi à ne pas que ces gens soient impliqués parce qu'ils nous ont parlé. Donc finalement, c'est pas non plus la Corée du Nord, si vous voulez. On arrive quand même à travailler, mais il y a aussi d'autres sources d'informations possibles, comme par exemple, il y a des photographes chinois, par exemple, qui sont au Tibet, qui s'intéressent à ce qui se passe dans la région et qui, eux, ont pu nous fournir les images que vous avez vues à l'antenne ces derniers temps. Merci Philippe pour cette première intervention. Nous allons entendre Monsieur Lee par téléphone. La situation au Tibet, vous concerne au premier chef. Alors que pensez-vous du traitement de l'information concernant la situation au Tibet dans les journaux de France 2? Bonjour mes chers téléspectateurs.
messieurs. Je voudrais d'abord intervenir sur le reportage que vous venez de passer et nous avons visualisé. Les moines qui pleurent devant les caméras pour réclamer leur innocence. Les vidéos que nous avons visualisées, tous ont montré aussi la violence d'une minorité des moines, une minorité, on a bien insisté. Un point extrêmement important, essentiel dans ce reportage. Devant les caméras, devant les journalistes internationaux, avec toute leur liberté d'expression pendant les précieuses 15 minutes. Ils n'ont pas parlé de massacre, ni de pain de sang, ni ils parlent seulement emprisonnement de certains entre eux innocents. C'est bien ce que nous avons compris. Maintenant, veuillez me justifier la répression sanglante que vous avez parlé dans vos infos. Par la presse, connaître une erreur, c'est courageux. Autant plus que erreur est plus ou moins volontaire. Les excuses ne sont jamais trop tard. Faites-le quand vous sentez bien, quand vous sentez prêt. Et je demande aussi aux Tibétains en exil de justifier devant la presse internationale solennellement, mentir, ce n'est pas bien. Mais mentir pour avoir la compassion des gens, c'est ignoble. Bon, Monsieur Lee, je propose une rapide réponse de Philippe Rochaud. Alors d'abord, il faut voir que les moines qui ont manifesté, bon, on les a vus à l'antenne, on les a vus casser des boutiques. Moi, au début, je pensais que c'était des images de propagande qui nous étaient fournies par la télévision chinoise et j'ai eu beaucoup d'hésitation avant de les passer. Mais finalement, quelques heures après, ce sont des images de touristes qui nous ont été envoyées et qui montraient aussi la répression des moines. Ensuite, oui. Alors, on va d'ailleurs en reparler puisque nous allons diffuser un extrait tout à l'heure. Je propose d'écouter M. Lecor. Vous avez écrit à 2 ministres du gouvernement pour leur demander d'agir. Avez-vous eu des réponses, M. Lecor? Oui, j'ai même écrit à M. Sarkozy. Oui. Je pense qu'il serait indispensable que dès le mois de mai, M. Sarkozy agisse comme M. Gordon Brown et reçoive le Dalai Lama. C'est une première chose. Ensuite, je suis très ravi que Yves Luteil soit enfin démenti. Lui qui disait qu'il parlait des Tibétains comme les peuples oubliés, les oubliés du toit du monde. Maintenant, on voit que ça a changé beaucoup. Et ensuite, troisièmement, je souhaiterais que dès avant les Jeux Olympiques, la voie médiane, qui est prônée depuis très longtemps par le Dalai Lama, devienne enfin quelque chose d'effectif. Il y a des discussions depuis plusieurs années qui n'aboutissent à rien. Ça doit aboutir avant les Jeux Olympiques et avec une garantie internationale pour que ce soit durable. C'est très important parce qu'il y a un proverbe tibétain que je rappelle qui dit « On vous fait voir du sucre, mais dans la bouche, on vous met de la cire à cacheter ». Je pense que les journalistes actuellement à Lhasa ne sont pas dupes et savent très bien qu'on leur fait voir ce qu'on veut bien leur faire voir. Ils sont très encadrés. Merci M. Lecor pour cette première réaction. Alors, vous avez remarqué donc 2 téléspectateurs qui considèrent que le travail est relativement bien fait sur France 2, même si ce n'est pas facile. Alors, Philippe Rochaud, vous estimez que 45 reportages depuis le 13 mars, on a été au plus près de l'événement ou est-ce qu'on a... Parce qu'il y en a qui nous disent qu'on aurait été un peu manipulé. Écoutez, les sources d'information qu'on a, c'est à la fois les sources qui nous sont données par les gens du Dalai Lama à Dharamsala, qui eux publient des chiffres, qui reçoivent aussi des photos. Donc eux, ils ont publié le chiffre de 149 morts, ce qu'on a donné, bien entendu. Je pense qu'on a accordé plus de déclarations du Dalai Lama et de son entourage que des autorités chinoises. D'un autre côté, nous avons les témoignages des touristes qui sont quand même des observateurs neutres, des observateurs occidentaux. Et moi, pendant 3 jours, j'ai été en contact avec un touriste australien, un touriste canadien, un touristes français qui ont été vraiment des gens remarquables parce qu'ils me décrivaient à chaque fois ce qui se passait et comme je connais l'endroit, je pouvais interpréter les événements qui se déroulaient à Lhasa. Merci Philippe. Alors deuxième extrait, vous en parliez tout à l'heure, vous m'aidez donc en quelque sorte à faire la liaison et le lancement de ces actions violentes des Tibétains qui ont été largement montrées, comme vous le disiez, à la télévision officielle chinoise et commentées par Philippe Rochaud. Ces images, tournées par la télévision chinoise, mais aussi par des amateurs ou des touristes, sont décortiquées par la police qui continue de rechercher des responsables. Elle peut compter pour cela sur la collaboration de la presse inféodée au parti, comme ce journal qui a créé un site internet où il publie les images des fauteurs de troubles et lance des appels à témoins. Sur toutes les images, on voit des Tibétains s'attaquer aux magasins, aux banques et être agressifs envers tous ceux qui représentent la Chine. Que peut-on faire quand depuis plus de 50 ans on subit l'oppression chinoise?
Question pertinente. Philippe, quelle réponse peut te donner si on peut en apporter une? Oui, mais absolument. Mais je pense que ce que nous avons montré apporte une partie de la réponse. C'est-à-dire qu'il y a deux lectures à ce reportage. On peut voir à la fois le désespoir des Tibétains et on peut voir aussi les violences qui ont eu lieu. Bon, la répression chinoise a surtout été importante après ces violences. C'est-à-dire que nous avons eu là des images qui nous ont été fournies par à la fois un journaliste qui se trouvait sur place et qui a pu les faire passer, et puis aussi par les touristes, qui montraient que les Chinois recherchaient dans les magasins les émeutiers qui se cachaient. Donc là, on a la phase répression qui peut être couverte. On va tourner vers Monsieur Li, toujours au téléphone. Monsieur Li, est-ce que vous avez des contacts avec des compatriotes? Bien sûr, nous sommes une communauté étudiante chinois en France. Nous nous sentons très révoltés. En fait, je pense que cette façon de traiter les informations de ces émeutes au Tibet est une agression médiatique pour nous. Les témoignages des touristes, les vidéos qu'ils ont prises, les touristes étrangers, les touristes neutres, montrent une telle violence. Pourquoi vous êtes si modeste et discret à parler d'un lynchage sur les Han et les musulmans chinois? Pourquoi vous avancez l'hypothèse d'une répression et d'une manifestation pacifique? Ça, c'est insupportable. Bon, merci, Monsieur Li, pour ce coup de colère. Alors, Philippe Rochaud, on en rajoute? Moi, je pense qu'on montre là-dedans tous les aspects. Il y a à la fois la force de la répression chinoise, il y a à la fois les émeutes de ces moines et de ces Tibétains qui sont quand même assez surprenantes aussi, parce que les moines sont plutôt... Monsieur Li, Philippe Rochaud sont plutôt pacifiques. Et puis alors... Après, il y a ce fameux voyage de presse qui, au fond, conclut cette phase et qui se retourne finalement contre les autorités chinoises qui ont voulu faire ce voyage en pensant que tout allait être calme. Et on voit ces moines apparaître et qui finalement nous racontent la vérité. Et donc je pense que tous les aspects ont été... Merci Philippe. Monsieur Lecor, est-ce que vous pensez que la présentation des événements vous semble correspondre à la réalité ou, comme le dit Monsieur Li, on en rajoute un peu beaucoup? J'aurais bien qu'il y ait une enquête internationale qui soit faite, une enquête fiable sur justement des gens qui ont été présentés comme des Tibétains et dont l'un en particulier avait un couteau, une baïonnette, et que d'après un témoignage très précis d'une Chinoise qui était à ce moment-là à Lhasa et qui vivait normalement en Birmanie, je crois, affirmait et qui a pu constaté par un ami qu'elle connaissait dans la police tibétaine qu'en fait c'était un policier tibétain, un policier chinois, excusez-moi, qui était habillé en tibétain, c'était absolument pas un tibétain. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de moines qui sont des faux moines, qui sont en fait des Chinois déguisés en tibétains. Ça ne se produit pas qu'en Chine, ça se produit aussi dans d'autres pays, mais en particulier sur ces événements de Lhasa. Merci, Monsieur Lecor. On va écouter Monsieur Li qui semble très en colère. Mais nous vous accusons ne pas être impartial. Il faut demander des bonnes questions avec les bons sens exigés par votre profession. C'est quoi l'objectif de ces organisations? Que veut-elle faire? Les accusations vers la Chine, de telles organisations sont-elles fiables, impartiales? La réponse est sans ambiguïté. Mais comment vous pouvez avancer l'hypothèse d'une répression au Tibet en sachant que ce sont des organisations qui sont contre la Chine? Et donc vous avancez une hypothèse non fondée. Alors Monsieur Li est très en colère, on peut le comprendre. Est-ce que ces accusations qu'il porte contre le traitement de l'actualité fait par France 2 vous paraît justifiées? Je voudrais juste d'abord dire, par rapport à ce qu'a dit M. Lecor, que dès le début, on a dit que dans ces manifestations, il y avait peut-être des provocateurs. Parce que c'est vrai aussi que dans les monastères tibétains, par exemple, on sait qu'il y a 10 à 15% de mouchards, d'informateurs. Donc il est fort possible qu'il y ait eu des provocateurs dans ces manifestations. Enfin, quand même, elles avaient une ampleur suffisante pour qu'on puisse dire que c'était vraiment le déclenchement d'une émeute. Maintenant, l'information telle qu'elle est faite sur France 2, je pense que nous avons donné à la fois tous les aspects, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, c'est vrai qu'on ne travaille pas au Tibet comme on peut travailler aux États-Unis ou en Italie. On n'a pas un accès direct à l'information. Il faut souvent biaiser. Vous voyez, il y a une censure en Chine qui est toujours bien présente, qui est naïve, qui est grossière, qui est grotesque, mais qu'on arrive quand même à contourner justement par tous ces petits témoignages. Et puis quand on met tout ça bout à bout, on arrive à approcher de la vérité au moins. Bon, avant de nous quitter, Monsieur Li, un dernier mot.
C'est ce que vous attendez de France 2? Oui, je pense qu'il faut la presse, votre presse, une presse nationale, responsable. Il faut que vous soyez responsable de l'opinion publique. C'est pas parce qu'il manque d'informations qu'il faut avancer des suspicions, suppositions, imaginations. C'est insupportable que vous pouvez avancer une hypothèse fondée sur nulle part. Vous avez déjà une photo ou quelque chose de fiable, de répression sanglante que vous avez